Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter Angèle, l'Indien blanc de François Place dans la collection Folio Junior. Voilà, je voulais vous avertir aussi, vous dire qu'il y a un autre livre qu'il a fait, Le vieux fou de dessin, de François Place également, chez Folio Junior, que j'avais trouvé très intéressant également. J'essaierai de faire une lecture de ce livre prochainement. Donc Le vieux fou de dessin de François Place, un autre roman du même auteur. Alors je vous remercie de vous abonner régulièrement à ma chaîne et de mettre vos commentaires, et je vous remercie par avance des abonnements que vous ferez sur ma chaîne. Merci bien. Alors, je vais démarrer par le résumé. Amérique du Sud, XVIIIe siècle, Angèle, née d'une Française et d'un Indien, a survécu aux brutalités de l'esclavage. Lorsque le Neptune, un navire qui fait route vers les terres glacées du Grand Sud, jette l'ancre dans la baie de Buenos Aires, Angèle n'hésite pas, il s'échappe et embarque clandestinement. Commentaire. Ce roman a la beauté des songes et la force du documentaire. François Place ensauvage l'imagination, embrase les mots et les images, agrandit les rêves de ses lecteurs. Poète, explorateur de l'ailleurs, il réenchante le monde. De Télérama. C'est un livre conseillé à partir de 11 ans et qui est proposé fréquemment aux élèves de collège 5e, 6e, 5e. Alors je vais commencer. Angèle l'Indien blanc, chapitre 1, l'Indien blanc. Je n'étais pas née lorsque ma mère, toute jeune encore, franchit les Pyrénées pour entrer au service d'une famille de petite noblesse espagnole. Elle parlait parfaitement la langue et avait de solides connaissances en latin et en grec. Même si c'était surtout pour enseigner la musique aux enfants qu'on l'avait engagée. Elle se plut tout de suite dans ce pays, elle en aimait le soleil vertical et le goût acidulé des oranges, mais elle ne profita pas bien longtemps ni de l'un ni de l'autre. Quelques mois après son arrivée, Don Alonso, le maître de maison, décida d'aller bâtir sa fortune en Amérique. Ma mère s'était trop attachée à ses élèves pour refuser de les suivre. Elle s'embarqua, avec les mâles et tous les autres domestiques, dans un vaisseau affrété pour le Nouveau Monde. Au terme d'une navigation sans histoire, la famille aborda les lointains territoires du Rio de la Plata. C'était un pays dur, réputé dangereux, immense, avec un grand ciel au-dessus. Don Alonso acheta des troupeaux, des terres à perte de vue, et fit bâtir une maison blanche entourée d'un jardin clos, d'une ceinture de hauts murs. Autour s'étendait la pampa, un désert à la végétation clairsemée, parcouru par les Indiens et des bêtes sauvages. D'ailleurs, en dehors du domaine de Don Alonso, tout ici était sauvage, et lorsqu'un orage éclatait, c'était avec une violence inouïe, à la mesure de l'espace qu'il embrasait. Je crois pourtant que ma mère vécut quelques années heureuses à cet endroit. Un verger, une fontaine, l'ombre du patio pour se protéger des ardeurs du soleil, une bibliothèque, un violon et un piano. Elle se sentait protégée. Les enfants l'adoraient. En été, elle se levait à l'aube pour relire ses partitions dans le parfum des orangers. Un matin, des cris retentirent dans la maison. La jeune Française avait disparu. On trouva les chiens morts au pied du mur. Les hommes de Don Alonso relevèrent des traces de sabots fuyant vers les hautes herbes. Ma mère avait été enlevée sans doute par un de ces partis d'Indiens qui rôdaient autour de la propriété. On les accusait de viol, de rapine, de tuerie, ce qui, hélas, n'était pas faux. Mais la guerre d'extermination menée par le gouvernement de la province était tout aussi barbare. De part et d'autre, on rivalisait de cruauté. On ne faisait pas de prisonniers, sauf pour se réserver le plaisir de les torturer longuement avant de les mettre à mort. Il n'était pas rare de rencontrer au hasard de la piste menant à la ville une tête fraîchement coupée, plantée sur un piquet avec sa longue chevelure noire balayée par le vent en guise d'avertissement.
Une main brune écrasa de son bâillon les cris étouffés de ma mère. Ensuite, pliée en lame de couteau au travers de l'encolure d'un cheval, lancé à plein galop, elle eut trop à faire à tenter de respirer dans la poussière et les herbes qui lui fouettaient le visage pour avoir encore la force de crier. À la première étape, le plus jeune des Indiens la jeta au sol et la prit brutalement comme épouse. Je naquis 1 an plus tard, au hasard des vagabondages imposés par la vie errante de cette tribu. Je grandis trop vite en sauvage, nourri de petites chasses et de cueillettes volées aux buissons. J'avais toujours faim, j'avais toujours peur. Ma mère était une esclave. Moi, son bâtard, je devais obéir aux autres et me taire, sous peine de mourir sous les coups. J'avais les pieds plus durs que des sabots à force de courir ces étendues de terre vierge. Les soldats du gouvernement nous traquaient. Parfois la nuit, nous pouvions voir la lueur de leurs feux de camp. Il nous fallait alors reprendre la route pour échapper à leurs chiens. Même lorsque nous avions mis entre eux et nous assez de distance pour trouver le sommeil, leur aboiement nous relançait jusque dans nos rêves. Les années passaient et notre tribu s'enfonçait toujours plus loin dans les terres. Il n'y avait rien à faire, rien à espérer de cette existence inquiète, sans cesse sur le qui-vive. Cette guerre ne finirait qu'avec la charogne du dernier d'entre nous, disputé par des vautours. Notre petit campement fut surpris au cœur de l'hiver. Une poignée de guerriers affamés, épuisés par les marches et le froid, armés de lances et de bolas, n'a aucune chance contre une troupe de soldats bien nourris et équipés de fusils. Les hommes de la tribu tombaient comme des mouches, abattus les uns après les autres. Les femmes qui tentaient de fuir se firent massacrer en traversant la rivière. Je ne saurai jamais si ma mère fit partie du nombre, ou si elle parvint à s'échapper, parce que pour ma part je fus assommé dès le début du combat. On ne me laissa pas le loisir de la pleurer, on me traîna jusqu'à la rive par les cheveux avant de me plonger la tête sous l'eau pour me réveiller. Je vis alors comme un brouillard tous ces corps éparpillés autour de moi. J'entendis le capitaine dire que j'avais le teint clair et que si je pouvais tenir sur mes pieds, il me vendrait facilement comme esclave. Il ne fit grâce à aucun des autres enfants survivants. On m'attacha par une longe à la queue de son cheval. Titubant, hébété, plus mort que vif, je suivis la colonne meurtrière. Parfois je trébuchais et tombais de tout mon long. Le capitaine ne ralentissait pas l'allure. Il allait son train, me tirant comme une bûche entre les ronces et les taillis. On me relevait, en secouant brutalement la corde, la douleur causée par la ligature des poignets, insoutenable, s'élançait par saccades jusqu'aux épaules. Je me remettais en marche, en me raccrochant à la seule pensée de ma mère. Tout ce qu'il y a de bon et de beau, c'est elle qui m'en avait donné le goût. Je me réfugiais dans son souvenir, je la revoyais entre mes paupières mi-closes, ramper jusqu'à moi, comme elle le faisait chaque nuit pour me serrer dans ses bras. Personne ne pourrait jamais me voler ces moments-là, personne ne pourrait me voler la tendresse de sa voix, ni les contes qu'elle nous inventait, soir après soir. Tu es le petit prince d'un royaume, tu es le fils du grand Khan. Un jour, on ira tous les deux là-bas, au pays des éléphants blancs. J'y puisai assez de force pour faire un pas, puis un autre, et un autre encore. Elle m'avait légué cette volonté farouche de rester en vie, et je comptais m'y tenir, quoi qu'il arrive. Je ne l'ai jamais revue. J'ai gardé l'usage secret de notre langue, le souvenir de sa douceur et des rêveries sur son pays d'enfance qu'elle chuchotait tout bas pour m'endormir. L'évasion, chapitre 2. Je vais faire un chapitre par un chapitre. Je reviens vers vous dans une deuxième vidéo. Merci, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie.